C'est l'heure de Comédie Française avec aujourd'hui Claude Veil, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Bonjour. Bonjour Roselyne. Et Philippe Tesson, éditorialiste. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors messieurs, avec vous on commente l'actualité. Pour une fois, la comédie est italienne avec ce pays devenu ingouvernable et l'émergence de Pepe Grillo, cet amuseur populiste. Et en France, François Hollande qui lui s'empêtre dans ses promesses non tenues ou non tenables et qui va devoir sortir d'une certaine ambiguïté économique. Belle et Bête, un livre sulfureux sur une liaison expérimentale avec un homme qualifié de cochon, un certain DSK. Eh bien, ce débat relancé sur la frontière entre vie publique et secret d'alcôve. Le débat aussi sur, dans le fond, ce qui fait une œuvre littéraire ou non. Et d'ailleurs, le Nouvel Obs pris dans cette affaire, puisque le Nouvel Observateur a publié les bonnes feuilles du livre de Marcella Yacoub. D'ailleurs, les éditions... déclenché l'emballement médiatique auquel nous assistons. Oui, et donc le Nouvel Obs qui a été en quelque sorte critiqué, ce grand journal de gauche qui s'est vautré, dit-on, dans la fange des écrits. Vous pourriez m'en expliquer? Oui, bien sûr. Non, mais justement, moi, quand même, la question que je voulais vous demander, et après Philippe qui a fait un édito terrible sur le livre, dans le fond, on voulait connaître DSK, ce qui s'était passé il y a quelques mois lorsqu'il a été arrêté. On s'est posé des questions, on s'est dit, dans le fond, cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? On a trouvé des tas d'explications psychanalytiques aussi... parfois débiles les unes que les autres. Et aujourd'hui, on a une sorte d'explication sous forme littéraire et puis on critique effectivement cette forme d'explication. Comment vous réagissez à ça d'abord? Je crois que ce livre, quelques jugements qu'on porte par ailleurs sur sa qualité littéraire, on peut le trouver scandaleux, on peut le trouver choquant, on peut le trouver dans la méthode, dans le contenu, mais le fait est que c'est un événement. Et qu'il est... sur l'affaire Strauss-Kahn, qui n'est pas une petite histoire de caleçon, c'est pas une histoire c'est pas juste un vaudeville, c'est quand même le plus énorme fait divers de ces dernières années, dont on parlera encore dans 50 ans. Il est quand même extraordinairement éclairant. C'est un jugement aigu, paradoxal, sophistique, plein de sophismes, et par certains côtés exaspérant, mais qui met en lumière une personnalité de Strauss-Kahn que je trouve éclairante. Oui, par ailleurs, ce qu'on cherchait à comprendre il y a quelques mois. Beaucoup de gens ont considéré que ce livre était le plus aigu qui a été écrit sur l'affaire Strauss-Kahn. Pourquoi est-ce qu'on a publié ce livre? Pour poser la question simplement, pourquoi est-ce qu'on a publié les extraits de ce livre? Tout simplement parce que nous avions parfaitement compris l'impact énorme que ça aurait. Que la publication de ce livre, quelles que soient les qualités et les défauts qu'on lui prête, serait un événement. Voilà. Et nous, on fait dans l'événement comme les boulangers font dans le pain. Le métier des journalistes, c'est de faire de l'événement. Philippe. Moi, je trouve que ce livre ne met strictement rien en lumière, à l'exception, si on veut, de la personnalité de l'auteur de ce livre. Il ne met rien en lumière puisqu'il repose sur un mensonge. Ce livre... La littérature est mensonge, Philippe. La littérature est mensonge. C'est la vérité du mensonge. Oui, on peut dire... C'est le mentir vrai. Oui, la littérature, c'est le mentir vrai. Le mensonge, attention, la littérature est fiction. La littérature est mentir vrai, c'est pas... non, non, je n'entre pas du tout dans... Non. Alors, si vous voulez qu'on engage un débat de fond, moi, je suis tout à fait d'accord. Il n'a pas été engagé. Qu'est-ce que c'est, le débat de fond? C'est le débat sur la philosophie, l'éthique, l'esthétique, la physique et la métaphysique de Madame Yacoub, son auteur. C'est vraiment c'est un débat fondamental, c'est le débat ontologique. Qu'est-ce que l'homme? Voilà, c'est ça qu'elle veut nous faire croire qu'elle dit. Et elle dit l'homme est un cochon. Et je veux sauver le cochon qui est dans l'homme parce que ça m'intéresse davantage et parce que l'homme, il faut le supprimer. Et il faut sauver la meilleure partie de lui-même qui est le cochon. C'est-à-dire sa sauvagerie, en somme. Oui, je trouve ça. Mais est-ce que ça éclaire pas sur la personnalité de cet homme? Mais je me fous de la personnalité de cette femme. Écoutez, on a fait des tas d'émissions là-dessus. Au mieux, je la prends pour une cinglée, pour une malade, pour une femme qu'il faudrait enfermer, ne serait-ce qu'on aurait d'ailleurs enfermé dans des temps un peu plus sains que les temps que nous vivons aujourd'hui. Car elle fait une mauvaise action, elle commet un crime contre l'esprit, elle commet un crime contre la morale. Crime dont vous êtes... Moi, je vous pardonne. Mon fils, dont vous êtes le complice. Claude, dont vous êtes le complice. Mais enfin, sauver le cochon, pour moi, ces trois mots-là sont pour moi... Mais ça ne mérite même aucune espèce de discussion. Je suis là, moi, pour sauver l'homme. C'est ma philosophie, c'est ma culture. Je suis une bête. Mais si l'homme est un cochon...
Mais je proteste, l'homme n'est pas un cochon. La meilleure partie... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver l'homme. Moi, je suis un homme de la Renaissance, je ne suis pas un homme des temps préhistoriques. Le système philosophique de Marcella Yacoub, je vous rassure, n'est pas le mien. Eh ben voilà, nous sommes donc d'accord, il n'y a pas de débat. Je suis plutôt du côté de la civilisation que de la barbarie. Mais il se trouve que par le miroir que Marcella Yacoub, par ses paradoxes, par sa manière d'aller à contre-pied des convenances de la pensée commune, il se trouve qu'elle suscite ce genre de débat. Et je trouve que ce débat, en soi, est fécond. Après, chacun, à la lecture du livre, est libre de faire le jugement qu'il veut. Attendez, puisque vous partagez ma philosophie, ma morale, mon éthique, mon esthétique, tout ce qu'on veut, puisque vous avez dit nous sommes d'accord. Dans ce cas-là, encore une fois, il n'y a pas de débat. Nous sommes de l'autre côté de cette barrière. Et vous avez commis, par distraction, vous avez commis une erreur qui est une erreur temporelle, une erreur de circonstance, dont il ne faut plus parler. Alors reste aussi le problème de Strauss-Kahn dont vous parlez. C'est pas parce que Strauss-Kahn a commis des méfaits qui sont intolérables, que nous avons d'ailleurs les uns et les autres dénoncés, il est absous, la justice est passée. Passons à autre chose. Elle l'a quand même insulté. Elle a donné... Mais elle l'a achevé. Elle l'a achevé. Ce en quoi je dis que c'est une barbare. C'est une femme dont il ne faut plus parler. C'est une femme qui n'est pas de mon espèce. Point barre. Mais je ne suis pas Marcella Yacoub, je vous rassure. Ne vous exaltez pas, je ne suis pas Marcella Yacoub. Non, mais allez, nous parlons vous êtes d'accord. Ça aurait pu vous arriver. Roselyne, ça aurait pu vous arriver. Vous auriez pu être, par hasard, la victime de cette cinglée. C'est grave. Il faut l'emprisonner au sens biblique du terme. Bon, on va passer à l'Italie. Donc cette comédie italienne avec ces élections législatives qui ont mené l'Italie dans une sorte d'impasse politique et qui, dans le fond, réveille la crise de l'Union européenne, aussi la crise économique, et puis avec ces populismes qui sont en train, et ces égoïsmes nationaux qui sont en train, on va dire, d'éclater dans toute l'Europe. Ouais. Et ce fameux Beppe Grillo, qu'on appelle le Coluche italien. Je crois que ça vaut la peine, en effet, si vous le permettez, de s'interroger sur, pour reprendre une formule, un cliché à la mode, de quoi Beppe Grillo est-il le nom? L'Italie, tout le monde le constate, est ingouvernable. Il est dans la nature de l'Italie d'être ingouvernable. Elle a toujours été plus ou moins gouvernable et très peu gouvernée. Même Mussolini, qui avait la main assez ferme, disait « il est assez facile de gouverner les Italiens, mais ça ne sert à rien ». Par ailleurs, les Italiens, comme vous savez, ont toujours un rapport extrêmement distendu avec leurs politiciens, qui pour eux ont toujours été un sujet de plaisanterie, où ils leur font peu de crédit, ils les considèrent globalement comme des marionnettes plus ou moins honnêtes. Ce qui est intéressant dans le cas particulier tout de même, c'est que ce qu'a dit l'électorat italien en sanctionnant le malheureux Bersani, qui est courageux, sérieux et terne, c'est qu'il ne croit plus aux solutions des hommes politiques. Il ne croit plus que les hommes politiques aient la solution des problèmes d'aujourd'hui. Mais en votant aussi bien à 25% pour un pitre, qu'en votant à près de 30%. Mais Mario Monti n'était pas un homme politique, par exemple. Oui, mais Monti a joué son rôle. Rappelez-vous d'abord qu'il n'a pas été élu, les électeurs italiens n'ont pas eu leur mot à dire, il a été nommé par l'Europe, il a été nommé pour faire le boulot qu'aucun homme politique n'avait le courage de faire. Donc les Italiens l'ont regardé faire ce travail de chirurgien. Dans un premier temps, d'ailleurs, ils l'ont trouvé courageux et sympathique, et puis très vite, ils en ont eu marre, parce que l'austérité à perpétuité, c'est pas un projet. Et donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est Berlusconi, le retour de Berlusconi. Comment ce bouffon siliconé peut revenir après tout ce qu'il a fait, les scandales sexuels, l'incompétence, son dernier exercice de gestion qui a été désastreux, qui a amené l'Italie à la faillite. Aujourd'hui, 30% des gens presque votent pour lui. Il est l'espoir de la droite. Ça veut dire que les électeurs italiens, tout simplement, ne croient plus à la politique. C'est le contrat démocratique qui est cassé. Oui, tout ça est très juste. Je souscris parfaitement bien. C'est une analyse de la situation italienne à laquelle je souscris. Elle est tout à fait évidente. D'ailleurs, ça m'amène aussi à penser, puisque nous restons là pour l'instant dans l'Italie, que ingouvernable, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est beaucoup dire. Il y aura des pour l'instant, il n'y a pas de... Non, pour l'instant, mais il va y avoir des accommodements. Un mercato quelconque au Sénat italien, ils vont bien trouver une dizaine ou une quinzaine de sénateurs qui vont trahir leur camp, que ce soit la droite ou que ce soit la gauche. Et puis, il y aura une combinaison. Et voilà, c'est très grave, c'est très embêtant, parce que ça ne peut pas durer éternellement, cette chose d'ailleurs. Ouais. L'Italie nous a prouvé dans le passé que ça ne durerait jamais éternellement, et qu'il y avait toujours une solution, parfois dramatique, au problème qu'elle connaissait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de renvoyer le problème italien à nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire les Français, nous-mêmes, c'est-à-dire les Européens,
Car finalement, le problème italien, c'est le problème français, avec ses nuances très particulières, ses colorations particulières. La coloration tellement pittoresque de l'Italie et la coloration tellement funeste et triste de la France, avec son président de la République, qui s'appelle François Hollande, avec son Le Pen, qui n'a évidemment pas la couleur de Gillot. Enfin, bref, c'est ça qui m'intéresse. Le populisme qui menace l'Italie, c'est le populisme qui menace la France. Le refus de l'austérité exprimé par les électeurs italiens, c'est le refus de l'austérité exprimé par les Espagnols, par les Grecs, ceci, cela, enfin on sait à quoi on assiste, bientôt un jour par les Allemands, mais le jour où elle sera obligée à l'austérité, mais en tout cas beaucoup par nous. Actuellement, ce mouvement enfle en France, il enfle. Le refus de l'Europe, ce mouvement enfle. Cette substitution de la rationalité politique ou de la convention politique, je parle du clown, elle non seulement elle nous menace, nous la connaissons. Gillot, Le Pen, c'est le Gillot français, chacun à sa façon. Ce sont des humoristes, ce sont des clowns, ce sont des bouffons, au moins dans l'expression. Mais attention, on les considère comme tels et on dit qu'à ce titre, ils n'ont pas d'avenir. Mais c'est pas vrai. Les Le Pen ont un avenir en France. Ce Gillot, attendez, je me permettez juste une seconde. Ce Gillot, c'est un clown. Mais est-ce que la vie politique des pays occidentaux n'est pas aujourd'hui comparable à une espèce de cirque, un jour ce sera un autre. Une espèce de cirque. Après tout, ce bouffon, il joue aujourd'hui le rôle que les journalistes ont joué pendant très longtemps dans notre pays. C'est des choses comme ça qui me viennent à l'esprit quand on parle de l'Italie. Bien sûr, le bouffon, il sert à dire que le roi est nu. Et d'une certaine façon, un peu partout en Europe, le roi est nu. Je suis d'accord avec ça. Parce que François Hollande, on voit bien qu'il y a un problème d'ingénierie, d'ingénierie, que les commandes répondent mal. François Hollande, en effet, en l'espace de 8 jours, vient d'acter qu'il ne réalisera pas 3 objectifs majeurs qui étaient les 3%, qui étaient le retour du chômage, l'inversion de la courbe du chômage en 2013 et la stabilisation de la pression fiscale. C'est évidemment énorme. Ça veut dire que d'une certaine façon, le réel échappe aux politiques. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, et Dieu sait que ce gouvernement s'est employé tout de même à... Donc c'est une impuissance politique face au mur de la crise, en fond, on n'arrive pas C'est un sentiment qui gagne l'ensemble de l'Europe, qui part du fait quand même que l'Europe, aujourd'hui, n'a plus toutes les clés de son destin entre les mains. L'Europe est lancée dans une mondialisation où elle n'est plus la puissance dominante. L'Europe a dominé le monde pendant 5 siècles. Il faut bien acter qu'aujourd'hui, la main est en train de passer. Et c'est ça, d'une certaine façon, c'est ce sens de quoi tous les événements récents témoignent de Florange, etc. Florange, et toutes les colères populaires, les délocalisations, du sentiment qu'ont les citoyens, de plus en plus de citoyens, que les politiques n'ont plus la clé. Ni la main. Et là, alors on peut en effet s'enfuir à partir de là dans la bouffonnerie, comme le font les Italiens, parce qu'il est dans la nature des Italiens de pousser la moquerie jusqu'au bout, et on peut aller vers le désespoir et d'autres formes de populisme beaucoup plus inquiétants. C'est pour ça que ce mouvement de désaffection, de délitement de la politique classique peut mais par exemple au Danemark, en Finlande, c'est pas de la bouffonnerie. Et parce que le rapport, alors cette chose qui s'appelle le civisme, c'est vrai, a une nature, a une texture particulière dans l'Europe du Sud. Il y a toujours eu une culture de sujet dans l'Europe du Sud, une capacité de révolte à l'égard de l'État qui est plus élevée que dans l'Europe du Nord. Nous nous conduisons comme les Italiens, comme nous-mêmes, comme des enfants gâtés. C'est-à-dire, nous refusons de voir la vérité en face, en grande partie parce que les hommes politiques ont peur de la vérité, ils ont peur de nous dire la vérité. Le crime de François Hollande et son mensonge, que je ne cesse ici de dénoncer toutes les semaines, sous vos saillies, sous la risée perpétuelle, au risque de me voir opposer une imputation de je ne sais quel conservatisme, action, etc. La peur de la vérité et d'un autre côté la crise d'autorité. C'est tout. Monti avait compris ça. Monti a dit la vérité. Monti a essayé d'imposer cette vérité. 5%. Donc gouverner dans le même sac, même problème, c'est une crise dramatique. C'est le mot de la fin, crise dramatique. Merci à tous les deux. Et pardon, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pas enrhumé en ce qui me concerne. Merci.